Il y a des jours avec, il y a des jours sans. Les jours avec, on est déjà avec. Mais les jours sans, il faut faire avec le AM 1410. Exactement, 16h33 avec nous, Milou de Chenoufi, chercheur, membre de l'Observatoire sur le Moyen-Orient et l'Afrique du Nord de la chaire de recherche Raoul Dandurand. Bon après-midi et bonne année, Monsieur Chenoufi. Bonjour, bonne année à vous aussi. Merci de m'inviter encore une fois. Professeur, ça fait un petit bout de temps qu'on se parle depuis en fait le début de cette guerre. Est-ce que on aurait pu croire que cette guerre durerait autant, puisque là on traverse vraiment, on s'approche des 4 mois de cette guerre, n'est-ce pas? C'est long et longtemps et c'est une guerre à sens unique d'autant plus. Exactement. En fait, si on doit faire reposer notre réflexion sur l'identité des victimes, eh bien, on se rend compte que ce sont essentiellement des civils. Et par conséquent, on peut effectivement qualifier cette guerre de guerre contre les civils. Qu'il s'agisse de l'attaque du Hamas le 7 octobre ou qu'il s'agisse des opérations militaires massives des Israéliens depuis octobre. Et effectivement, nous ne pouvons pas parler d'une guerre conventionnelle, mais plutôt d'une guerre contre les civils. Et par conséquent, ce qui se multiplie, ce sont des crimes de guerre ou des crimes contre l'humanité. Voilà à peu près où est-ce qu'on est aujourd'hui. Et maintenant, il y a l'Afrique du Sud qui présente sa requête devant le tribunal pénal international, je crois que c'est demain, et ça risque d'être pris au sérieux. Ce ne sera pas une promenade de santé pour Israël. Il faudra que Israël fasse la preuve du contraire. En fait, oui, je voudrais juste préciser une chose. La procédure que l'Afrique du Sud a initiée, c'est plutôt auprès de la Cour internationale de justice, qui est distincte de la Cour pénale internationale, en cela que la Cour internationale de justice émet des avis. Ces avis-là ne sont pas suivis de mise en œuvre, par exemple, d'emprisonnement ou de punition, etc. Mais c'est un avis qui a une importance capitale dans la nature de la dynamique internationale. Je vais vous donner un exemple. Il y a quelques années, les Philippines ont introduit une requête contre la Chine et la Cour internationale de justice a tranché en faveur des Philippines. Bien entendu, il n'y avait aucun moyen de mettre en œuvre cette décision-là, mais du point de vue international, même la Chine a compris que ce n'était pas dans son intérêt que la Cour tranche en sa défaveur. Maintenant, lorsqu'on vient pour parler de l'actuelle procédure de l'Afrique du Sud, on se rend compte effectivement que du point de vue symbolique, c'est quelque chose d'extrêmement important. Parce que auparavant, quand il y a eu des opérations militaires à Gaza ou dans les territoires occupés, des crimes de guerre ont été évoqués. C'est la première fois que nous parlons de génocide, puisque la procédure porte, c'est vraiment une accusation portée contre Israël de perpétuer, enfin de pratiquer un génocide contre les Palestiniens. Et d'autant qu'il y a dans le discours de certains officiels le fait de vouloir repousser ces Palestiniens de Gaza et de faire en sorte qu'il y ait de plus en plus de colons qui viennent s'y installer. Alors, c'est une volonté affichée alors que
le pilonnage de la bande de Gaza amène beaucoup de victimes, mais comme vous l'avez dit, des victimes civiles davantage que des membres du Hamas. En fait, le document qui a été présenté par l'Afrique du Sud est un document fascinant. Tous ceux qui s'intéressent à ce conflit auront intérêt à le consulter. C'est 84 pages. Et ce à quoi vous faisiez allusion, c'est-à-dire les déclarations des officiels israéliens, eh bien, ils sont très bien recensés de la page 59 à la page 69. Une dizaine de pages où des déclarations montrent qu'effectivement, il y a des intentions dans le génocide présumé des Palestiniens. En tout cas, c'est ce que l'Afrique du Sud souhaiterait prouver. Parce que voyez-vous, dans la définition dans le droit international du génocide, eh bien, on dit, entre autres, qu'il s'agit de la soumission intentionnelle d'un groupe à des conditions d'existence devant entraîner sa destruction physique totale ou partielle. Mais il faut qu'il y ait également l'intention de le faire. Et ce que le document de l'Afrique du Sud essaie d'établir, c'est justement le lien entre les intentions et, bien entendu, la réalité de la destruction assez massive des Palestiniens ou de la vie des Palestiniens à Gaza. Maintenant, à soutenir cette procédure devant la Cour de justice internationale, c'est seulement quelques pays, pas les plus forts, n'est-ce pas? Et comment on va évaluer c'est-à-dire la situation de l'ensemble des pays du monde, 197 pays qui trouvent ça difficile à accepter, mais qui ne font pas grand-chose pour exiger un cessez-le-feu. On voit toutes sortes de discours, surtout de la part des Américains, qui veulent apporter de l'aide aux Gazaouis, n'est-ce pas, apporter de l'aide et demander qu'on fasse moins de victimes civiles, mais qui fournissent des armes parallèlement à Israël. Comment on apprécie ça? En fait, il y a plusieurs éléments pour répondre à votre question. La première, c'est qu'effectivement, il y a juste une douzaine de pays qui soutiennent officiellement la procédure de l'Afrique du Sud, mais ça ne veut pas dire que plus de pays ne sont pas contents que cela se produise. Bien entendu, les soutiens traditionnels et inconditionnels à Israël, comme les États-Unis, par exemple, ont déjà dit qu'il n'y a absolument aucune preuve de génocide à Gaza. Mais de façon générale, la communauté internationale, même si elle ne se réjouit pas ouvertement de ce que l'Afrique du Sud fait, voit l'intérêt à ce que cela soit effectivement réalisé. Maintenant, un deuxième élément de réponse à vous, c'est que vous avez uniquement deux pays membres de la Ligue arabe qui ont ouvertement soutenu cette procédure, c'est le Maroc et la Jordanie. On peut s'en étonner, puisqu'on aurait pensé que les pays arabes qui sont des soutiens, j'allais dire naturels, à cause de la proximité culturelle avec les Palestiniens, auraient pu jouer un rôle un peu plus important. C'est plutôt un pays africain qui le fait. Il y a des raisons pour lesquelles l'Afrique du Sud, de tous les pays du monde et de tous les pays africains, c'est précisément l'Afrique du Sud qui le fait. On peut en discuter. Le dernier élément de réponse à votre question est que c'est effectivement le seul pays qui peut réellement exercer de la pression sur Israël, ce sont les États-Unis. Or, les États-Unis, même si leurs déclarations récentes ne ressemblent pas à une carte blanche ou un feu vert pour que Israël fasse ce qu'il souhaite faire à Gaza, ça s'est un peu relativisé, mais dans la réalité, le soutien est toujours là. Il n'y a pas d'appel au cessez-le-feu, et même si Biden risque de payer un prix électoral à sa politique vis-à-vis de cette guerre, eh bien, dans la culture politique américaine, il y a une sorte de consensus, même si ce consensus se fissure un peu, il existe un consensus dans le soutien le plus aveugle à Israël, peu importe les conséquences sur les Palestiniens. Mais est-ce qu'il y a pas plus? Est-ce que le Premier ministre israélien ne
n'a pas de possibilité, je ne dirais pas, ne court pas le risque de, mais n'a pas la possibilité de désavouer publiquement Biden, ce qui serait une gifle pour Biden en pleine campagne électorale. Et parce que mon petit doigt me dit que ce Premier ministre préférerait avoir au pouvoir aux États-Unis l'adversaire de Joe Biden, c'est-à-dire celui qui a tout foutu en l'air, le processus, en établissant l'ambassade américaine à Jérusalem. En fait, oui, mais ça ne se produira pas ouvertement. Disons que le Premier ministre d'Israël ne va pas intervenir ouvertement dans le processus électoral américain, mais bien entendu, vous savez, il y a beaucoup d'organisations, de politiciens, etc., qui soutiennent Israël du côté républicain et qui, bien entendu, feraient en sorte que Trump soit élu pour battre Biden. Donc il y a effectivement cette peur chez les démocrates et chez l'administration Biden en particulier que ce scénario se produise. Maintenant, il faut aussi savoir que il existe des divisions au sein du Parti républicain, non pas sur Israël, puisqu'il y a un consensus, mais vous avez différents candidats. Okay. Et la réalité est que ce soit Trump ou n'importe quel autre candidat républicain qui gagne les élections, eh bien, le résultat pour Israël va être le même, c'est-à-dire un soutien inconditionnel. Vous savez, l'une des candidates à la candidature républicaine est allée jusqu'au point de dire que les Palestiniens de Gaza peuvent ou ont le droit ou devraient aller vivre dans les pays qui soutiennent le Hamas. Et vous savez, ça, c'est une déclaration qui est extrêmement grave parce qu'elle correspond au soupçon qui est entretenu un peu partout dans le monde d'un nettoyage ethnique à Gaza, similaire à ce que les Palestiniens ont vécu en 1988. Donc voilà à peu près les choses, comment elles se passent, et ça nous permet de comprendre pourquoi les Américains hésitent à ce point à appeler à un cessez-le-feu. Professeur, au début de cette guerre, on disait peu importe, en tout cas moi-même, c'était ma réflexion, peu importe ce qu'il adviendra de cette guerre, parce que c'est une guerre déjà gagnée au départ par la force, la puissance de feu, de frappe de feu d'Israël, mais le Hamas aura quand même gagné. Parce qu'il aura réussi à mettre la solution à 2 États encore de l'avant. Cependant, avec ce à quoi on assiste maintenant, est-ce qu'on peut continuer à raisonner de la sorte? Ou alors, il faut regarder peut-être une autre génération de citoyens pour la défense de la Palestine, parce que cette génération-là, mais elle s'en va ailleurs, là où elle est décimée, elle n'est plus là. En fait, on peut continuer à considérer qu'effectivement, du point de vue militaire, la dévastation qui a été causée par Israël est de proportions astronomiques, c'est vrai. La destruction de la vie palestinienne est énorme. On parle de maintenant de 24 000 à 25 000 victimes. Mais si politiquement Israël avait gagné, eh bien Israël aurait arrêté son offensive. Et le cercle vicieux dans lequel se trouve le gouvernement israélien à l'heure actuelle, c'est qu'il pense pouvoir atteindre un objectif politique, gagner politiquement en poursuivant la guerre. Or, on sait que ce n'est pas possible puisque ça ne l'a pas fait jusqu'à présent. L'autre élément dont il faut tenir compte, même si on peut considérer une victoire militaire du côté israélien, les pertes israéliennes ont été considérables. Et du point de vue symbolique, ça montre que l'armée israélienne n'est pas exactement ce qu'on a toujours pensé qu'elle était, de la même manière que les services de renseignement israéliens ne sont pas ce qu'on a cru qu'ils étaient. Donc, il y a beaucoup de symbolique autour de cette guerre, nonobstant, en fait, encore une fois, le nombre incroyablement élevé de victimes. Vous avez également raison lorsque vous dites que la solution des 2 États a été mise sur la sellette, encore une fois, parce que
personne ne peut dire. Et les Israéliens, à commencer par eux, ils ne peuvent pas dire quelle est l'alternative à la solution des deux États. Parce que lorsqu'on y voit, on y regarde de plus près, qu'est-ce qu'on constate? On constate qu'en l'absence d'une souveraineté politique et étatique palestinienne, eh bien, l'alternative, c'est soit un régime d'apartheid, et ça explique en grande partie l'implication de l'Afrique du Sud, soit un nettoyage ethnique en règle, soit un génocide. Vous comprenez? Donc la communauté internationale est mise réellement devant ses responsabilités, même si elle reste très paralysée par la position américaine. Professeur, j'avais deux questions, mais il faut s'abstenir en poser peut-être une dernière. Moi, j'ai vu une image d'un jeune de 6 ans qu'on poussait sur une chaise roulante, amputé. Un jeune de 6 ans qui vit ça à cause d'une bombe dans une guerre. Et qu'est-ce qu'il aura retenu, qu'il l'aura marqué toute sa vie? C'est peut-être ça. Et c'est un petit peu pour ça que je me dis, peut-être, si on ne fait pas attention, Israël qui est la force là, si Israël ne fait pas attention, c'est peut-être une guerre qui est valable encore et qui se prépare pour les 70 autres prochaines années. Absolument. Vous savez, vous pouvez affaiblir une organisation, vous pouvez cibler ses structures, vous ne pouvez pas vaincre une idée. Et l'idée que les Palestiniens ont d'eux-mêmes, c'est celle de la résistance. Résister à l'occupation, résister à l'oppression, résister à la domination. Et ça ne va pas disparaître. Et vous savez, quand vous envisagez la scène palestinienne, vous allez trouver que cette résistance s'exprime de toutes sortes de manières, de la manière la plus démocratique et la plus libérale, jusqu'à la manière la plus violente et la plus problématique lorsqu'elle vise des civils. Et vous avez tout un spectre entre ces deux extrêmes-là. Et ça, voyez-vous, Israël ne peut pas le vaincre. La conviction est profonde chez la droite et l'extrême droite israélienne depuis les années 90, qu'en utilisant la force la plus aveugle et toujours encore plus de force, eh bien, cette idée va être perdue. C'est l'exact contraire que l'histoire de l'humanité nous a enseigné, à savoir que les peuples ont tendance à toujours résister pour servir leur propre dignité. Permettez-moi une toute dernière avec les dernières nouvelles là, qui viennent d'arriver. C'est cette rencontre de Blinken avec Mahmoud Abbas. Mahmoud Abbas qui semble vouloir, mais quel Mahmoud Abbas, quel Mahmoud il reste dans Abbas, je ne sais pas là. Enfin, parce que c'est un vieillard, n'est-ce pas, et qui a déjà perdu toute autorité dans la Palestine. Est-ce qu'il peut réorganiser ça, réunifier les deux entités de la Palestine pour créer un véritable État? Est-ce que c'est pas trop demandé à Mahmoud Abbas? Exactement, et pas uniquement à cause de son âge et pas uniquement à cause de sa légitimité très contestable auprès des Palestiniens. Mais la rencontre à laquelle vous avez fait référence a été un échec total. Un échec total parce que ce que Blinken a voulu obtenir de Mahmoud Abbas est que l'autorité palestinienne devienne la sous-traitante d'Israël dans la guerre à Gaza en se présentant comme étant une alternative. Et la réponse de Abbas pendant cette réunion-là a été de dire tant et aussi longtemps qu'il n'y a pas un cessez-le-feu, je ne peux pas m'avancer, ni parler, ni envisager quoi que ce soit sur l'avenir de Gaza. Ça a été un échec total et qui prouve encore une fois que le leadership américain, qui est absolument nécessaire dans ce conflit, ne s'élève pas ou n'arrive pas à s'élever au niveau qui est exigé. Voilà donc Miloud Chinoufi, professeur, membre de l'Observatoire sur le Moyen-Orient et l'Afrique du Nord de la chaire de recherche Raoul Dandurand. Je vous remercie, professeur, d'avoir pris du temps de nous parler cet après-midi. C'était un plaisir, comme toujours. À la prochaine. Merci, à la prochaine.